Fadel Barro, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du mouvement djamiste, qui veut dire conquérir le pouvoir par la paix et qui s'intéresse bien sûr au Sénégal. On vous a connu dans d'autres mouvements de lutte, notamment pour la démocratie ou pour les droits citoyens à travers notamment la plateforme Y'en a marre que vous avez cofondée. Vous avez aussi coordonné des lanceurs d'alerte en Afrique. Quel regard portez-vous sur les 4 premiers mois de présidence de ce nouveau tandem au pouvoir au Sénégal ? Pour l'instant, on ne peut pas avoir une opinion définitive. 4 mois, c'est encore peu. On ne peut pas tirer de bilan, ni avoir un jugement définitif. Mais par contre... Il n'y a pas d'état de grâce sur ces 100 premiers jours, cette transition que les analystes ou les journalistes ont plutôt dit réussie? Est-ce que, disons, les constats que je fais sur des points précis, par rapport à des engagements très très forts, parce que la manière dont ce pouvoir-là est arrivé a suscité tellement d'espoir que 2024 ne peut être qu'une année de bonne chance, que ne peut être qu'une année de réussite et de succès. Avec une promesse de rupture. Cette promesse de rupture, il faut que ça commence d'abord par nous-mêmes, en changeant d'attitude vis-à-vis des pouvoirs qui arrivent. Qu'est-ce que j'appelle? On avait élu Abdoulaye Wade en 2000, on l'a laissé faire. On a élu Macky Sall, on l'a laissé faire. Tous les Sénégalais qui se sont mobilisés pour élire Sonko et Diomaye, c'est à eux de changer d'attitude s'ils veulent que ce pouvoir-là ne finisse pas comme les autres pouvoirs ont fini. Et c'est là où il y a des problèmes à pointer. Déjà sur l'engagement d'avoir un État performant, un État où c'est la méritocratie, un État qui mobilise les ressources, les compétences sénégalaises et les met à la disposition des Sénégalais pour nous tirer du gouffre amer dont ce pays est plongé depuis plus de 30 ans. Et cet engagement, c'était faire des appels à candidature. Cet engagement, c'était recruter les meilleurs à chaque poste et arrêter le clientélisme et le népotisme politique. Et on a vu que ça n'a pas changé. C'était une promesse de campagne. Et après, Abdoulaye Wade avait dit qu'une promesse de campagne n'engage que ceux qui y croient. On l'a dégagé. Macky Sall a fait la même chose, on l'a dégagé. Pourquoi on doit l'accepter aujourd'hui pour Ousmane Sonko et Diomaye? Si les Sénégalais procèdent de la même manière, eh bien, on va continuer à regretter encore. Il faut qu'on commence nous-mêmes à être beaucoup plus exigeants vis-à-vis des gens qu'on met au pouvoir. Il faut qu'on en finisse avec cette caste de politiciens qui peuvent promettre monts et merveilles et pour lesquels les jeunes vont mourir. Parce que les jeunes à qui on fait ces engagements-là, eux, ils y croient. On a parfois l'impression, il n'y a toujours pas de discours de politique générale du Premier ministre. Les nouvelles autorités ont demandé l'instauration d'audits sur à peu près tous les secteurs d'activité, des hydrocarbures, de contrats passés, tout ça. Est-ce que le pays n'est pas à l'arrêt? Est-ce que tout ça ne va pas être une force d'inertie? Oui, il y a une force d'inertie comme un goulot qui nous écrase et qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Mais le plus dur, c'est qu'il y a 86 morts pour que ces gens-là arrivent au pouvoir. Et il y avait une promesse ferme de lutter contre l'impunité. En attendant de faire un discours de politique générale, il y a une loi d'amnistie. Le pouvoir, beaucoup de membres de l'APR, ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Des membres de l'opposition, ils ont tous dit qu'ils n'en voulaient pas. Mais pour l'instant, on ne fait rien. On fait comme si on l'oublie. Et le pire, c'est qu'on va encore politiser ces morts. Attendre encore des législatives pour dire donnez-nous la majorité, on va enquêter. Mais même si on veut faire la paix, même si on veut réconcilier, même si on veut faire une réparation, le minimum, ils ont la police, ils ont la gendarmerie, ils ont tout un exécutif pour éclairer les Sénégalais. Comment des jeunes personnes sont mortes? Un enfant de 12 ans tué par balle à Bignona. Des jeunes filles brûlées dans un bus, tout ça. Malheureusement, on continue ce même cycle d'impunité et on fait du taf-yengel disant que c'est de la politique. Et bien en politique, on peut continuer à tuer des Africains. C'est ça qui doit cesser. Beaucoup de Sénégalais sont contre l'impunité. Doit-on passer par la mise en place de structures qu'on a vues en Afrique du Sud ou dans d'autres pays, Maroc, sur des commissions vérité, réconciliation, justice, avec des processus de réparation, mais aussi surtout de témoignage? Mais de transparence. De transparence, appelons-le comme on veut. Mais cette impunité, cette nébuleuse autour de la jeunesse africaine qui est tuée, ça ne peut pas continuer. Le Sénégal est un petit bout. Mais ce qui est le plus remarquable, ce sont les jeunes qui sont utilisés dans tout ça. Et qui sont tués à chaque fois. Et qu'il ne se passe absolument rien.
Et c'est ça pour moi la vraie rupture. La vraie rupture, c'est de donner de l'espoir à cette jeunesse qui est capable de se mobiliser pour ces hommes politiques. Mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils ont tendance à les oublier. Ou bien, regarde, quand ils ont décidé, ces nouveaux régimes, de faire du désencombrement de la ville de Dakar, ils sont allés taper sur ces jeunes-là, les jeunes marchands ambulants. Alors qu'il y a les parcs automobiles, tous ces riches-là qui occupent la corniche. Regarde l'enquête sur la corniche. On a dit qu'ils ont bouclé un pré-rapport. C'est une demande sociale sénégalaise d'éclairer le foncier. Mais j'ai l'impression qu'on va encore continuer à noyer le poisson dans des rapports, des tergiversations. Et c'est tout ça qui doit finir, qui doit s'arrêter. On le disait précédemment, toujours pas de discours de politique générale. Est-ce que selon vous, c'est lié aux rumeurs de dissolution de l'Assemblée nationale? Bon, je ne sais pas trop ce qu'ils mijotent. Ils veulent... Ils n'ont pas la majorité pour le moment. Ils n'ont pas la majorité, mais quand vous êtes élu avec 54% de l'électorat, vous avez une majorité. Je pense que personne ne peut s'opposer ou s'arrêter la volonté de ces 54% des Sénégalais, que ce soit la loi sur l'amnistie, que ce soit la loi, que ce soit le foncier, que ce soit tous ces points-là, ils ont une majorité morale et une caution de dresser un chemin. Mais je ne sais pas de quoi ils ont peur. Je ne sais pas pourquoi ils tergiversent. Je ne sais pas pourquoi ils ont encore peur et ils veulent coûte que coûte nous ramener dans une dualité. Macky Sall a été battu par les Sénégalais. Il est parti. C'est les PASTEF-N6 qui ont fait un très grand travail et on les a félicités. Pour ça, les Sénégalais les ont mis au pouvoir. Mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas tourner la page. On est encore dans des querelles politiciens. On est encore dans des débats puérils de tel a fait ceci, tel a fait cela, au lieu de mettre les moyens de l'État à amener les Sénégalais vers cette rupture, ouvrir un nouveau champ de possibles. C'est ça. Quelles sont les priorités économiques et sociales selon vous? C'est de s'occuper de la jeunesse. Notre jeunesse aujourd'hui est comme un fardeau qu'on traîne partout. Ils sont en train de partir de partout. Ils sont en train de prendre la mer, de prendre le désert, de prendre par tous les moyens. Ils meurent en mer. Ils sont traités comme moins que rien sur toutes les routes de l'immigration clandestine, mais aussi de l'immigration régulière. Jamais autant de jeunes n'aspirent à sortir du pays, et surtout de bons profils. Vous voyez des femmes qui avaient des business dans la coiffure, dans l'habillement, mais il y a comme une morosité, un manque d'horizon chez nous qui font que toutes ces forces vives préfèrent aller sortir du pays, aller par tous les prix être dans les rues américaines ou les rues de l'Occident. Il faut s'en occuper. C'est ça. Et si on arrive à trouver une réponse à ces questions de la jeunesse, et c'est ça qui va être le moteur qui va porter tout le projet économique, tout le projet de transformation culturelle, sociale dont les Sénégalais veulent. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, était très récemment en visite dans un pays frère, le Mali, dans lequel il a appelé à développer la coopération entre les deux pays. On a d'un côté un pouvoir légitimement élu par les urnes, de l'autre des militaires qui sont arrivés au pouvoir par la force il y a 4 ans. Selon vous, est-ce légitime de... Il y a une tergiversation populiste chez nous que je ne comprends pas. Le Sénégal a toujours fonctionné comme un espace de résistance de valeurs démocratiques, de valeurs de principes démocratiques, de non-violence, mais aussi de chemin clair. Le Sénégal a toujours éclairé par son leadership, à apaiser les tensions, à amener les gens dans... On n'a jamais, nous, connu de parenthèse putschiste. Je ne sais pas par quel populisme ils sont en train de vouloir flirter avec des putschistes. Le Sénégal ne peut pas hésiter sur ces principes-là. Tout le monde a applaudi à l'arrivée de ces armées-là parce que aussi, les politiciens ont tellement échoué. Parce que les politiciens et leurs partis politiques ont fini par tellement nous faire mépriser même la gestion du bien public. Et tout, on n'en veut pas. On n'en veut plus. Quand les militaires arrivent, au début, tout le monde applaudit. Mais petit à petit, on se rend compte qu'ils sont pires que ces hommes politiques-là qu'on avait chassés du pouvoir. Privation des droits Je mets toujours l'accent sur la jeunesse qui est utilisée. Regarde l'exemple du Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est des magistrats qui sont enrôlés de force. Dans l'armée. Ou d'anciens ministres. Ou d'anciens ministres. Ou des jeunes activistes. Maître Kam est encore en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de voix discordante. On ne peut pas construire un pays sans la contradiction. Mais le pire, c'est que cette jeunesse dont je parle, qui est utilisée par ces djihadistes pour tuer d'autres Burkinabés, on enrôle d'autres Burkinabés dans les VDP pour aller tuer d'autres Burkinabés. Au nom de quoi? Pour garder le pouvoir. Ça ne peut pas continuer. Vous allez au Mali, vous allez au Niger, ceux qui souffrent de ces régimes totalitaires-là, c'est toujours cette même jeunesse qui est utilisée. Et le pire, c'est que, justement, voilà, le Premier ministre du Sénégal, il est d'être clair.
Surtout que la CEDEAO a donné la médiation au Sénégal. Au lieu de l'utiliser au meilleur profil, on joue au dilatoire. On veut chercher, je ne sais pas qui on cherche à plaire. Quel peuple, quel discours vraiment populiste on cherche à plaire à des gens au lieu de dire les choses telles qu'elles sont. Ce Sénégal qui a tendance à tout ressembler, à mettre les gens, et là, mais voilà, on est là à tergiverser. Je ne comprends pas. Vous qui avez confondé Y en a marre, mouvement citoyen qui a vraiment été fer de lance de ces luttes démocratiques, avait aidé d'autres mouvements citoyens en information. N'avez-vous pas l'impression que les militaires ont confisqué un peu les luttes que vous avez menées? Oui, dans certains pays, oui, c'est les militaires. Dans d'autres pays, c'est des hommes politiques qui ont créé les partis politiques classiques qu'on a connus et que nous avons combattus et qui sont présentés comme des change makers. Dans le fond, ils sont juste intéressés par le pouvoir. Oui, quand on regarde 10 ans après la naissance de ces mouvements citoyens un peu partout en Afrique, regarde ce qui se passe en Guinée. Le FNDC qui a tout fait pour éviter un troisième mandat jusqu'à ce que quand Doumbouya prend le pouvoir, aujourd'hui, vous regardez Fonike Mengue est en prison, Boliba, on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont. Ils ont disparu. Les compagnons de lutte nos compagnons de lutte sont dans des geôles, dans les prisons, disparus, ils sont en fuite, ils sont en exil. Toute cette jeunesse qui a représenté un espoir à un moment parce qu'ils ont ouvert une nouvelle zone de possible, axée sur la non-violence et la démocratie. Ces jeunes-là ont été abandonnés. Et surtout, ce qui me choque le plus, c'est le silence du monde entier. On ne dit rien. On laisse cette jeunesse-là. Parce que c'est se radicaliser que de vouloir prendre la mer ou de prendre le désert. Cette forme d'immigration, c'est une forme de radicalité. C'est aussi se radicaliser d'aller adhérer dans des mouvements comme Boko Haram et de faire exploser d'autres jeunesses africaines. Mais c'est aussi se radicaliser, mais de manière républicaine, de s'appeler Balai Citoyen, de s'appeler Lucha, de s'appeler Ina ou Anataban, un peu partout en Afrique, et de vouloir changer les choses à l'intérieur de son pays. Mais une fois que vous commencez à le faire, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, on vous met en prison, on vous persécute. Et ceux qui disent défendre ces mêmes valeurs-là, eh bien, ils sont silencieux. C'est pourquoi, d'ailleurs, notre plateforme Afrique, que nous avons mis d'activistes de mouvements citoyens, est en train de voir tous les voies et moyens pour arrêter de tels agissements. Et vous étiez récemment au Kenya pour une réunion de ces mouvements citoyens. Le Kenya, le Nigeria, tout l'été, il y a eu un certain nombre de manifestations contre la vie chère, contre les institutions de Bretton Woods aussi, qui imposent des programmes économiques avec des ajustements, la fin des subventions qui ont des répercussions économiques et sociales importantes pour les populations. Oui, la génération Z, comme on les appelle communément, mais cette génération-là, elle demande que ça s'arrête. Il faut arrêter cette machine infernale. Et parce que ceux qui ont envie que les choses continuent comme à l'État, ben, ils sont bien casés, ils ont des choses à préserver. Mais nous voulons une Afrique, mais avec un autre récit, un autre mindset, un autre rapport. 60 ans après les indépendances, ce contrat social-là est fini, elle est obsolète. Et cette jeunesse qui pousse, que ce soit au Kenya, que ce soit au Nigeria, et je vois les mouvements de jeunes qui arrivent. Je vois, il y aura beaucoup de mouvements de foule. Même au Sénégal, vous allez voir que... Parce que ça commence toujours par un découragement à vouloir tout laisser et sortir du pays. Et ensuite, ils se rendent compte que c'est très difficile. Après, on commence à regarder en face pourquoi ça ne marche pas. Mais parce qu'il faut que les gens s'arrêtent un peu. Les promesses de changement, les promesses de rupture chantées tant par ces gens qui arrivent au pouvoir, eh bien, s'ils n'y arrivent pas, s'ils ne savent pas comment faire, ils n'ont qu'à s'asseoir avec cette jeunesse-là et demander. Parce que cette jeunesse-là, c'est ce qu'ils veulent. C'est une jeunesse connectée au monde. C'est une jeunesse qui pense qu'aujourd'hui, on peut avoir un nouveau récit de paix. En tout cas, nous, au niveau des djihadistes, basé sur la paix, sur la sérénité, mais aussi qui fait appel à tout ce que nous avons pu démontrer à travers l'histoire. Il ne faut pas sous-estimer nos petites initiatives de résilience qu'il faut aujourd'hui transformer en un moteur de création de l'épanouissement et non pas de développement, parce que finalement les concepts de développement, d'émergence et tout ça, on nous l'a promis depuis plus de 50 ans et ça n'a donné que de la misère, ça n'a donné que des jeunes qui continuent de mourir et des femmes qui sont complètement exclues de la gestion du bien public. On a compris, le combat citoyen n'est pas mort. Merci beaucoup, Fadel Barro. Non seulement le combat citoyen n'est pas mort, mais aujourd'hui, le combat citoyen doit se réorganiser, se réinventer pour ne pas être justement usurpé par ces hommes politiques qui, une fois arrivés au pouvoir, continuent de décevoir et continuent de trahir cette jeunesse et cette population africaine qui veut juste sortir
du marasme dans lequel il est plongé pendant un peu trop longtemps. Merci.